J'en ai bravé des tempêtes. J'en ai bravé des souvenirs, j'en ai bravé des épopées et des aventures. J'ai bravé des magiciens, j'ai bravé des histoires de souvenirs, j'ai bravé un chevalier noir, j'ai bravé des batailles entre bateaux, j'ai bravé des souvenirs dans un sens et dans l'autre, et j'ai aussi bravé la bombe atomique. Et maintenant, j'espère que je vais braver une aventure qui me tiendra plus à cœur, monsieur Nolan. Et bienvenue dans ce 72e épisode du 7e argument. Voilà, quelle est cette intro en bâton, en fer, en ferraille, surtout pas en bois, en ferraille plutôt aujourd'hui. Mais en tout cas, bienvenue sur le nouvel épisode du 7e argument. Et je ne perds pas trop de temps pour inviter et accueillir mes invités du jour, à savoir Damien qui est de retour. Bonjour. Et Mathieu qui est bien évidemment toujours fidèle au poste. Bonjour messieurs. Voilà, vous avez vu mon super cosplay pour l'Odyssée. Bon, bref. Oui, c'est mon interprétation, c'est ma proposition. Comme aujourd'hui, Nolan a pu le faire sur ce film-là. Donc, Christopher Nolan, grand réalisateur, et forcément grand film qui était en attente cette année, qui vient de sortir dans les salles il y a quelques jours. Donc, on enregistre la critique là, 3-4 jours après la sortie du film, puisque il s'attaque au mythe d'Homère, à savoir le récit de l'Odyssée, que vous connaissez sûrement, vous avez sûrement lu peut-être plus jeune, ou en tout cas vu des adaptations enfants. Moi, je sais que j'avais vu notamment des dessins animés, des sortes d'histoires effectivement pour enfants qui racontaient cette histoire-là. J'avais dû lire des bribes du poème, et j'avais dû voir aussi une adaptation filmique assez ancienne, mais je n'arrivais pas à me retrouver laquelle c'était. Il faudrait que je m'y replonge dessus. Bref, on va forcément aborder cette grande histoire. Vous, messieurs, est-ce que vous attendiez ce film? Et surtout, quel était votre rapport à Nolan? Moi, j'en parle 30 secondes. J'en faisais la blague dans l'intro. C'est vrai que Nolan, moi, c'est un réalisateur qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours amené en salle, même s'il y a des films que j'ai beaucoup moins appréciés, ou même carrément complètement décroché. Mais à chaque fois, j'étais voir ces films, puisque je trouve qu'il a une vraie patte, une vraie proposition toujours assez percutante. Je suis assez fan de sa première partie de filmographie jusqu'à la fin des Batman. Et après les Batman, moi personnellement, étonnamment, il m'a beaucoup fait décrocher. Je suis pas un fan de Interstellar plus que ça, contrairement à d'autres. Dunkerque, je n'ai pas apprécié, j'ai pas trop apprécié la proposition. Tenet, j'ai trouvé ça catastrophique. Et Oppenheimer, j'avais rarement regardé autant ma montre au cinéma, même si c'était passionnant, je pense, de base, mais j'ai pas accroché non plus. Donc j'attendais avec ferveur et avec un petit peu de peur cette adaptation de l'Odyssée. On en parlera juste après. Donc on va voir si Nolan m'a reconvaincu et m'a enfin ramené dans sa tête et dans son univers. Vous, Damien, toi, Nolan, très rapidement. Nolan, moi j'ai commencé avec Batman Begins, et encore je savais même pas que c'était Nolan. C'est pas un cinéaste c'est pas un cinéaste dont j'attends les films en fait. Je vais dire, j'attendais plus l'Odyssée qu'un film de Nolan, vraiment. Ouais. Après, par contre, quand tu sais que c'est Nolan qui va faire, tu sais que visuellement ça va être sympa. Enfin, t'as quand même un certain standard avec les films de Nolan, je trouve. Et pour le coup, ouais, moi le truc c'est que, comme je te disais tout à l'heure, ou même je t'avais dit déjà, je suis très fan du film 3, et j'étais toujours déçu de pas avoir la suite, genre ce qui se passe après, ou justement l'Odyssée. Ouais, Et c'est pour ça que j'attendais plus l'Odyssée vraiment que ça. Et on verra, enfin j'en parlerai aussi, c'est que j'ai beaucoup basé mon avis sur ce que j'aimais dans le film 3 en fait, alors que ça n'a aucun rapport. Ok, très bien. Oui, après, je peux comprendre qu'on fasse un petit peu de lien, mais ok, très bien. Ouais. Toi, Mathieu, je pense que je sais de ce que tu penses de Mr. Nolan, mais tu peux nous le rappeler. On peut rappeler aussi, juste avant que tu donnes ton avis, Mathieu, sur Nolan, que, comme ça, on en parle et on a percé l'œuf. C'est un grand défenseur du format pellicule. Nolan, forcément, sur tous ses films, il a toujours effectivement amener de plus en plus ce type de captation. Là, c'est le premier film, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, dans toute la promo, qui a été surtout autour de ça, qui a été tourné de A à Z en caméra IMAX. Donc, caméra IMAX, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, pour être très vulgaire, entre guillemets, c'est un format d'image qui va être beaucoup plus grand que les cinémascopes standards ou d'autres formats de cinéma qu'on a aujourd'hui. C'est une sorte de grand format qui va être plus prolonger le haut et le bas de l'image. Et même si toute la promo tourne au fait qu'il est tourné en 70 mm, qui est une grosse pellicule aussi,
En France, c'est très compliqué de le voir déjà en IMAX, vraiment, parce qu'il n'y a qu'une seule salle en France, c'est à Montpellier. Donc, ceux qui sont de Montpellier, profitez-en. Et après, il y a quelques cinémas, notamment Grand Rex, qui l'a fait aussi et qui le diffuse en ce moment en 70 mm, donc avec une vraie pellicule. Ils amènent tout le système. Vous avez dû voir peut-être des images. C'est très compliqué de le voir comme Nolan l'imagine ou l'a imaginé, ou en tout cas l'a rêvé. Donc, j'espère qu'on aura peut-être notre occasion de le voir dans un format plus proche que le sien, parce que moi, je l'ai vu effectivement en séance tout à fait standard. Donc, toi, Mathieu, du coup, est-ce que tu attendais l'IMAX de Nolan? Est-ce que tu attendais Nolan? Est-ce que tu l'attendais au tournant? Ou est-ce que toi, tu es toujours fan de sa filmographie? Alors, j'ai été un très gros fan de Nolan pendant des années, puisque moi, je l'ai découvert avec Memento. Et en fait, j'ai vu ces films. En gros, à partir de là, j'ai rattrapé The Following, qui était son film précédent. Donc, j'ai vu toute la filmographie de Nolan. Je l'attendais parce que, effectivement, c'est un réalisateur dont je sais qu'au moins, il a les moyens de ses ambitions. Donc, on allait pouvoir voir non pas la version du producteur, mais la version du réalisateur, même s'il est aussi producteur sur ce film. Hein, ne nous leurrons pas. Ensuite, moi, j'ai été fan parce que j'aime beaucoup son style jusqu'à, on va dire, jusqu'à Dunkerque. Interstellar, moi, j'adore. La trilogie Dark Knight, pour moi, c'est une tuerie. Inception et Le Prestige aussi. Il y a, comment ça s'appelle celui avec Al Pacino et Robin Williams. Insomnia. Insomnia. Celui-là, je l'ai trouvé assez bof et il faudrait que je le revoie. Il est classique, il est plus classique dans sa filmo, je trouve. Donc, là, il m'avait énormément déçu avec Dunkerque, avec aussi, comment ça s'appelle, Tenet, que je trouvais vraiment une caricature de lui-même. Avec Oppenheimer, j'ai énormément adoré le fait qu'il essaye de se renouveler, parce que et pour moi, là, depuis Oppenheimer, en fait, il est sur un cycle où et ce film l'Odyssée le confirme, où il essaie de se renouveler. On en parlera plus quand on parlera du vieux Nolan. Mais donc, je l'attendais avec appréhension, avec espoir aussi. Et on va pouvoir en dire ce que l'on pense. Tout à fait. Donc, Damien, je résume, l'a découvert avec Begins, toi, Mathieu, avec Memento. Moi, je l'ai découvert avec Le Prestige, qui est un de mes préférés aussi de chez Nolan. Donc, c'est marrant, la porte d'ouverture, et forcément, c'est le tremplin trilogie Batman qu'il a révélé au grand public, donc c'est aussi pour ça que les gens le connaissent maintenant. Mais c'est vrai qu'il a quand même des parts de filmographie assez différentes en fonction des époques, et c'est peut-être effectivement un nouveau tournant avec Oppenheimer, comme Mathieu, tu le dis, je suis assez d'accord aussi. Bref, donc on va voir ce qu'il en a fait. Est-ce qu'il a toujours gardé son côté brut de pomme, son côté un peu froid sur les côtés, et en tout cas, est-ce que l'amour, la temporalité est toujours là dans l'Odyssée? On va en parler juste après la bande-annonce. On se retrouve, messieurs, juste après cette pas petite bande-annonce, mais il y avait très peu de petites bandes-annonces vu l'ampleur du film. À tout de suite. Bande-annonce. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Promise me you will come back. What if I can't?
Voilà, du coup, une bande-annonce plutôt que j'ai choisi de plutôt atmosphérique, Ah bon. et je trouve que ça représente effectivement bien le film. Et j'ai évité de mettre une bande-annonce qui spoilait un petit peu aussi trop de choses, un petit peu fantastiques aussi. Il y en a certaines qui dévoilaient un peu trop de choses. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, je préférais commencer avec cette bande-annonce. Déjà, ça me donne envie d'aller le revoir direct en salle. C'est quand même fou quand je revois ces images, quand je entends ce son. C'est un ouais. indice sur ton appréciation, ça. Ah mince, je me suis déjà spoilé, mince. Bon, en tout cas, effectivement, voilà. Donc l'Odyssée qui est sorti le 15 juillet, en tout cas chez nous en France, dans les salles. Grosse promo autour du film. Je pense que c'était dur de ne pas en entendre parler. Gros casting, comme vous avez pu apercevoir aussi un petit peu dans la bande-annonce. Donc on va commencer, messieurs, à donner notre note. Et on n'aura pas que 3 notes aujourd'hui proposées, mais 4 notes, puisque un certain Jimmy, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, m'a partagé son envie de partager une image avec sa note et puis son petite critique. Donc je vais la partager juste après, parce qu'il pouvait être avec nous. Et il a été assez rapide à aller le voir aussi en salle. Donc je pense que il avait envie de le partager rapidement et chaudement. Donc c'est parti. On choisit notre note sur 5. Vous pouvez déjà la faire apparaître si vous êtes prêts, messieurs. Et puis voilà. Allez, on est parti. Voilà, il va y avoir que du bon. Et j'affiche la note de Jimmy en direct aussi live. Comme ça, on va pouvoir la voir. Voilà, Jimmy qui nous met aussi un 4 et qui a un meilleur cosplay que le mien encore, vous avez vu, il est fort. Je vais donc commencer juste à lire du coup celle de Jimmy, comme ça on passera à nous juste après. Donc Jimmy nous met un 4 sur 5, il nous dit une adaptation plus cinématographique que mythologique. Je suis étonné de ce titre, mais pourquoi pas, ok. Une adaptation brillante où Christopher Nolan nous offre du grand spectacle sans négliger la profondeur humaine de ses personnages. Les puristes de la mythologie n'y trouveront peut-être pas l'adaptation la plus fidèle, mais une relecture captivante avec une mise en scène à la hauteur du récit. Le film est sublimé par un casting 5 étoiles. J'aurais dû mettre 4 étoiles du coup. Où Matt Damon et Tom Holland, pour ne citer que, livrent une très belle prestation marquante pour leur carrière respective. À voir en salle, voilà, en IMAX 70 mm. En tout cas, déjà en 70 mm, ça peut être cool et c'est possible. En IMAX, coucou Montpellier. Vous nous donnez pas votre avis. Mais, ou Bruxelles, où il y a une salle aussi à Londres et la 4e, je sais plus. Il n'y en a que 4 en Europe, donc du coup. Voilà, merci Jimmy pour ce partage. Et puis, je pense qu'on est assez d'accord avec toi. Et puis, on va revenir dessus. Ah la phrase d'en-tête, c'est exactement ce que je pense du film, en fait. D'accord. Donc, il a trouvé les mots. Très bien. Voilà pour l'avis de Jimmy. Et effectivement, on a du 4, du 4,5. Et ça reste cohérent avec ce qu'on dit. Je propose de laisser la parole à Damien qui t'a plu, ça fait un petit bout de temps qu'on ne t'avait pas vu, donc je te propose de prendre la parole pour nous parler, pour l'instant sans spoil bien évidemment, de l'Odyssée de Nolan qui vient de sortir. Dis-nous tout. Alors, j'avais des attentes et j'ai vu la première bande-annonce et je me suis dit, je sais pas trop où il va aller et j'ai envie et j'ai pas envie. J'étais un peu ambivalent. Ce que j'aimais bien, par exemple, dans le film 3, c'est que t'avais de l'épique et t'avais un peu de... Comment dire ? Par exemple, le cheval de Troie. Ce que j'aime beaucoup dans Troie, c'est que la sculpture, par exemple, elle est réaliste par rapport à l'époque... Enfin, je sais pas comment dire. Elle est pas détaillée, tu vois, ils ont pris des débris de bateau, ils ont monté un cheval et c'est... Voilà. Et là, ce que je reprochais un peu dans la bande-annonce, quand je vois le cheval et quand je vois le casque d'Agamemnon, c'est ça me sortait un peu. Puis au final, c'est pas trop montré, j'arrive à passer outre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, en gros, c'est c'est pas un film épique en fait. Et c'est ce que j'aime bien dans la patte de Nolan aussi, ce que j'aimais dans le Batman, la série Batman qu'il a faite, c'est que c'est beaucoup ancré dans le réel en fait. Et que du coup, même les créatures mythologiques, etc., on n'en fait pas trop avec. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais visuellement, le film n'en fait pas trop. En fait, on aurait pu s'attendre à un truc, vu que c'est de la mythologie, etc., il y a des créatures, il y a de la magie, on aurait pu s'attendre à un truc qui pète plus, justement. Et j'ai trouvé ça justement assez... j'ai trouvé ça palpable, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais les décors, les îles grecques, etc., la mer, ça fait naturel et organique, en fait, et c'est ça que j'aime bien.
te coupe peut-être parce que déjà les 3/4 de ce qui est filmé est crédible à l'écran parce que c'est des vrais paysages, des vrais décors et ça se ressent et ça manquait et je suis d'accord avec toi sur ça. Ça, C'est pour ça aussi que c'est un admirateur de la pellicule. C'est parce que c'est un admirateur du réel. Ah oui, complètement. Et Mais c'est il est réel justement terre à terre et un des psychologique. problèmes que j'ai à trouver à ce film, c'est certaines créatures, ça détonne par rapport à l'image des fois, je trouve. Ah ouais? Ah, tu vois, justement, On en parlera les, en spoil les créatures que tu vois sur l'affiche que tu as mis, Ouais, OK. je les trouve excessivement laides. Mais en design ou en incrustation dans En incrustation. Ah ouais? Alors, OK, est-ce que d'accord. c'est la version du film que j'ai vue qui fait que justement la lumière sur les armures et tout, t'as l'impression de voir de l'image de synthèse par rapport à ce qui se fait maintenant. Je trouve que l'incrustation, tu vois la différence en fait, et pour moi c'était un peu criant en fait. Et Ça, pourtant, je sur cette séquence-là, j'ai regardé pas mal d'images de making-of, il y en a pas mal qui ont été mises sur YouTube. Mm. Il y a des deux, il y a des séquences effectivement en synthèse pour ces personnages-là, et il y a aussi du mécanique ou du costume, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ok. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que la façon dont c'est raconté, en fait, ça j'ai beaucoup apprécié. T'as le point de vue des gens qui l'ont vécu et le point de vue de la version de comment c'est raconté. Et ça, j'apprécie beaucoup le fait que même l'introspection d'Ulysse sur le long de comment il le vit, ça, je trouve ça très bon, le fait un peu d'essayer de casser le mythe, en fait. Et je pense que ceux qui n'auront pas aimé Odyssée, c'est parce qu'ils ont eu, pendant pas mal d'années, une certaine vision de l'Odyssée très romancée, très épique. Et je trouve que Nolan, il enlève ça, en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est que, en gros, la guerre de Troie en elle-même, elle est racontée excuse-moi du terme, mais du point de vue des connards, en fait. On va assiéger une ville, et on gagne, mais on est du côté de l'oppresseur et pas vraiment de l'oppressé au final. D'ailleurs, j'ai pas. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir un petit peu. Est-ce que tu peux rapidement pitcher en fait le film parce que on imagine que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. On en a eu toujours un petit peu des bribes. Est-ce que tu veux juste pitcher très rapidement en 2-3 lignes ce que raconte le film en fait? En gros, ça se passe après la guerre de Troie. Même justement à la fin de la guerre, parce que la première scène qu'on voit, c'est quand c'est le cheval de Troie, en gros. Et on nous raconte comment Ulysse, donc celui qui a eu l'idée du cheval de Troie et qui a terminé la guerre de Troie, voilà. arrive à rentrer. Comment il est rentré chez lui à Ithaque, sachant que beaucoup de monde a réussi à rentrer et lui est le seul à n'être jamais arrivé au point où on en est dans le film. En tout cas, il met beaucoup de temps et on voit aussi effectivement Aïta comment sa femme est restée du coup seule avec son fils et comment ils essayent de garder la ville en place malgré plein de prétendants qui veulent accéder au pouvoir. Tout à fait. Et ça, c'est un truc que je trouve très bien dans le film et que justement, comme je disais, je compare beaucoup à Troie. Troie ne te fait pas vraiment gérer. La guerre de Troie a duré plus de 10 ans. Et quand tu vois le film 3, tu as l'impression que ça a duré même pas une semaine. Ouais, non, c'est vrai. Tu me donnes envie de revoir Troie. Hein. Tandis que là, on te fait vraiment comprendre que le temps passe et que le temps est passé. Et tu as cette notion de temps qui est, je trouve, très bien amenée dans le discours des personnages, de la vieillesse, même la vieillesse de certains par rapport à certaines époques, etc. Après, on en parlera en partie spoil, mais il y a plein de détails que j'ai bien aimés de comment s'est raconté la guerre de Troie aussi. L'effet que ça a eu sur certains aussi. Ça, c'est l'impact de la guerre, l'histoire pas mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, j'ai jamais lu l'Odyssée ni l'Iliade. Et du coup, je sais pas si on a dans les trucs racontés, vraiment l'effet que ça a eu sur Ulysse en fait. Parce que je trouve que ça, c'est très bien raconté.
Ouais, Ouais. on verra, mais Mathieu, je pense que tu pourras nous peut-être, parce que moi j'ai pas trop regardé, j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y pencher dessus sur les différences, enfin ce que Nolan a rapporté à sa patte, est-ce que c'est peut-être plus modifié si toi Mathieu, parce que tu as lu, je fais la transition à Mathieu si ça te va Damien. Toi Mathieu, est-ce que tu avais déjà lu du coup l'Odyssée? Est-ce que tu as vu peut-être des modifications, mais en tout cas tu vas nous donner ton avis toi sur le film, sachant que tu as aussi mis 4 et je pense que tu as bien apprécié. Alors, je n'avais jamais lu l'Odyssée dans le texte. J'en ai lu des retranscriptions, j'en ai lu, bien entendu, des bouquins pour enfants quand j'étais petit, parce que j'étais fasciné par la mythologie grecque, latine et ce genre de choses. Ce qu'on appelle la mythologie classique. Alors, donc, comme vous pouvez voir, j'ai apprécié la vision qu'en a eu Nolan. On repitchera d'ailleurs dans la partie spoil, parce que justement, il le fait à sa sauce. C'est ça aussi qui est appréciable, c'est de voir un auteur prendre un matériau et le remettre à sa sauce. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le film, pour parler sans spoiler, pour moi, il est toujours dans sa vague d'expérimentation. Par exemple, dans Oppenheimer, c'est la première fois qu'il me mettait des nus. Alors que c'est un réalisateur extrêmement pudique, y compris sur la violence. Là, il a expérimenté surtout au niveau des décors, je trouve. Encore qu'il y avait un petit peu ce côté-là avec Tenet, puisque les décors sont ultra épurés. Il y a beaucoup de décors. En fait, c'est des grandes plages vides, chez Calypso, la plage justement devant Troie, la plage où, là où il va voir les morts, ce genre de choses. L'histoire, telle qu'elle est racontée, est fidèle aux péripéties que vit Ulysse. On retrouve les Lestrygons, par exemple, on retrouve les mangeurs de lotus, même s'ils sont seulement évoqués. Il y a aussi le personnage de Laocoon qui est présent lors de l'entrée du cheval de Troie. C'est celui qui dit que justement c'est une menace des Grecs. Et tout ça, il y a beaucoup d'éléments, quand on connaît justement ce folklore, qui sont présents, et c'est agréable à retrouver comme ces petits éléments. Mais il a vraiment pris ce film pour se l'approprier, pour s'approprier l'histoire, afin de donner un nouveau sens. Et donc là, par contre, ça sera la partie spoil. Dans la partie non spoil, ce qui m'a fait baisser ma note, moi, c'est le montage et une partie de la réalisation. Parce que, alors, il était limité par l'IMAX, évidemment, vu que c'est une grosse caméra lourde, donc ça ne permet pas les mouvements très fluides qu'on peut avoir dans d'autres films. Et je trouve que ça le dessert dans certaines scènes, en particulier les scènes de combat, où là, justement, le montage est beaucoup trop rapide. Ça donne un côté confusant, peut-être que c'est ce qu'il voulait, mais je trouve que ça dessert justement la compréhension pour le spectateur. Donc, c'est pas son meilleur, très largement, mais ça reste quand même un bon film, et c'est un Nolan quand même au-dessus de la moyenne. Ok Mathieu, je suis pas tout à fait d'accord sur le montage et sur la mise en scène comme toi, mais j'entends ton avis, je peux comprendre effectivement cet aspect un peu plus lourd de mise en scène. Ben moi écoutez, j'avais effectivement beaucoup d'appréhension, comme vous avez pu le comprendre quand j'ai été voir le film. J'avais toute la filmo dernière où je me dis c'est marrant, moi j'arrive pas à accrocher, alors quand même la plupart des gens ont beaucoup aimé Oppenheimer. Certains avaient plutôt apprécié l'idée de Tenet et d'autres ont toujours crié chef-d'œuvre à Interstellar. Moi, ça n'a jamais été vraiment le cas. Donc, effectivement, j'attendais à qu'il me chope. Et là, je me suis dit, bah voilà, un récit fantastique, ça ne peut que me plaire. Et je me suis dit, voilà, on va voir si ça va tenir. On est quand même presque sur 3 heures de film aussi. Donc, effectivement, moi, j'avais senti passer Oppenheimer. Donc, j'espère que l'Odyssée, s'il vous plaît, faites que. Oui, Mathieu, pardon. Juste pour dire, ça fait partie des expérimentations dans ce film-là, justement. C'est la première fois qu'il fait un film avec du fantastique, du vrai fantastique, Oui, là où Inception, c'est de la science-fiction. Mais là, justement, tu as des créatures mythologiques qui apparaissent. Mais aussi, là où c'est assez expérimental, je trouve, c'est le fait que c'est aussi son premier film d'horreur. Puisque tu as des scènes d'horreur qui sont présentes là, en sachant que normalement, Inception devait être son premier film d'horreur. Ça a été écrit comme ça au départ. Ah ouais. Avant qu'il le change.
Ok. Donc voilà. Mais je pense qu'il en fera un jour, parce que j'ai vu des interviews de lui là. J'ai pas regardé pour moi trop d'avis ni rien, mais j'ai vu beaucoup de promos autour de making-of et d'interviews. Et Nolan était interviewé par, je crois que c'est avec Hugo Décrypte qui l'interviewe dans sa vidéo, Oui. et qui lui dit qu'effectivement il y a des grosses parts de séquences de scènes d'horreur. Et vraiment là, j'ai été très surpris et très agréablement Oui. surpris de sa part. Et il dit qu'il a envie, je pense, de réaliser un jour un film d'horreur. Et je pense qu'il en est totalement capable vu ce qu'il nous livre, avec quelques séquences dans l'Odyssée. Donc forcément, j'ai vraiment apprécié ma séance à un niveau où je me suis dit, putain, vraiment j'étais pris dedans d'une façon très sensorielle, et ce qui est pour moi assez atypique avec Nolan, parce que du coup il met souvent sur le côté, et même si il y a ce côté froid dans la proposition qu'il a de rester brut, de rester toujours à hauteur d'homme. Effectivement, la caméra ne vole pas dans tous les sens, les combats restent assez statiques aussi, et souvent ça a été lui reproché dans les Batman notamment, qu'il n'était pas très bon en mise en scène, ou en tout cas en chorégraphie. Là, ça m'a pas dérangé, parce que je trouve que vraiment toute la DA du film, je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé superbe. J'ai mis 4,5, donc on est presque sur du 5, parce que le seul petit point négatif, c'est que je trouve qu'il y a quelques moments, notamment peut-être en effet de dramaturgie et de montage, parce qu'effectivement, sans trop spoiler, il joue avec la temporalité aussi un petit peu, mais de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus compréhensible, je trouve, que dans d'autres de ses films. Et je trouve que par moment, il y a quelques petites longueurs. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs par moment, mais pas de là à me faire sortir du film, ou en tout cas regarder ma montre, comme j'ai pu le faire avec Oppenheimer 15 fois. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié le récit. J'avais tout plein de choses qui me revenaient en tête de ce que j'avais pu voir, lire et tout. Donc je me dis, c'est marrant, oui, il y a ça qui va y arriver, l'histoire de la grotte, l'histoire effectivement de Circé, l'histoire des autres monstres qu'on peut croiser, ou d'autres récits fantastiques. Et en parallèle, j'avais aussi quelques autres petites bribes de pourquoi il avait mis 10 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, à retrouver sa femme et à rentrer à Ithaque. Et franchement, j'ai pris mon pied pendant toute cette séance à me dire, j'en veux plus, j'en veux encore. Racontez, prenez le temps, mettez encore plus de bâtons dans les roues à ce Ulysse et à toute son équipe. Et vraiment, pour moi, c'est, je pense, un des grands films de Nolan. Et je pense peut-être il serait dans le top 3 de mes préférés, avec notamment The Dark Knight. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié le film, et je suis très content de l'avoir. J'étais content de l'avoir apprécié, parce que ça me faisait du bien de me retrouver en accord avec Nolan, qui est pour moi toujours un réalisateur grandiose à suivre, même si j'aime pas tous ses films, comme je l'ai dit. Vraiment, j'ai pris mon pied à voir ce film, et je trouve que tout est à sa place, qu'effectivement, comme disait Damien, il n'en fait pas trop un récit épique, il n'en rajoute pas trop. En fait, je trouve que toutes les séquences, même s'il y en a certaines, effectivement, parce que l'histoire, on sent bien qu'il a dû cutter, qu'il a dû tourner d'autres séquences avec d'autres personnages en plus, ou certains personnages sont peut-être un peu moins traités. Je sais qu'il voulait faire un film plus long, mais effectivement, tourner un IMAX, c'est aussi un inconvénient. Tu peux pas tourner plus de 3 minutes avant de changer à chaque fois une bobine. Donc, tu imagines que sur le tournage, ça devait être toute une orchestration pour pas que les personnages, les comédiens se coupent dans leurs émotions, etc. Ça devait être un vrai challenge à tourner, je pense, vraiment. Mais on sent bien qu'il y avait peut-être presque 1 heure de plus dans le film. Et moi, je l'aurais dévoré tel un ogre, sans faire mauvais clin d'œil. Mais je l'aurais dévoré encore plus, parce que vraiment, j'avais envie d'en voir plus. L'ADA, donc j'en ai parlé, mais je trouve que l'ambiance, la musique, donc là, depuis certains films, il a mis un peu de côté Hans Zimmer. Il travaille aussi pas mal du coup avec Ludwig Göransson maintenant, qui a bossé avec lui sur Tenet, je crois, avec Oppenheimer aussi, si je me trompe pas. Et je trouve que vraiment la BO est vraiment colle très très bien au film, sans faire trop des caisses non plus, et sans qu'on se dise la BO, j'ai le thème qui reste en tête, mais toute l'ambiance, et puis le travail du son dans ce film, moi, ça fait longtemps. Je l'ai vu en Atmos, du coup, et j'avais longtemps que j'avais pas entendu certaines séquences. Il y a des séquences où au moment les personnages sont un peu dans un côté sourd, et en même temps il y a des cris stridents quand il se passe des choses. Franchement, le son, il m'a marqué sur ce film, il est incroyable. Donc oui, quasi chef-d'œuvre pour moi. En tout cas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une aussi belle expérience en salle. Et vraiment, je conseille les gens d'aller le voir au cinéma comme ils peuvent. En 70 mm, s'ils peuvent, ça peut être super. Mais les gens à Montpellier, là, s'ils le voient en IMAX, j'aimerais bien voir le vrai ratio. Ils doivent prendre leur pied, mais un monumental, quoi. Vraiment, c'est un très, très grand film. C'est un film que j'irai pas voir en 4DX, par contre. Oui, non, moi non plus. J'arrive à avoir le mal de mer sur Sea of Thieves, alors que c'est qu'un écran. Alors là, pour le coup... Là, ça serait plus des petites vagues tout le temps, même si des fois, il y a des combats violents. Donc, non, j'ai kiffé sa réinterprétation, et j'ai hâte de savoir, et Mathieu va en parler dans la partie spoil, les différences, si tu les sais, toi, entre ce qu'il a apporté ou ce qu'il a modifié. Et je sais qu'il en a modifié certaines, notamment
de personnages féminins qui la mènent d'une façon Nolaniesque, on va dire. Et pourtant, il n'est pas le meilleur à traiter les personnages féminins, mais je trouve que dans ce film-là, il s'en sort pas trop mal. Il arrive quand même à en faire des figures assez intéressantes. Donc voilà, j'ai assez parlé, j'ai dit beaucoup de choses sur la partie non-spoil et je vous propose de rentrer encore plus dans le vif du sujet, de mettre le cheval de Troie à 3 et d'en dire un peu plus. C'est parti pour la partie spoiler, messieurs. Donc on a un partie spoiler, je renvoie la balle à qui le veut, messieurs. Peut-être commencer par Mathieu. Toi, la proposition de Nolan, qu'est-ce qui change par rapport au récit de base? Est-ce que tu sais ce qui a été modifié ou pas? Parce que j'ai pas eu le temps encore trop m'y pencher. Je sais qu'il y a quand même des choses qui ont été mises à sa patte. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Alors, je vais repitcher un peu le film, puisque donc Ulysse, après sa ruse qui a permis la fin de la guerre de Troie et le pillage donc, de la ville de Troie, essaye de rentrer chez lui. Et en fait, il s'est perdu, pas seulement sur la mer, mais aussi dans sa tête. Car tout le film, en fait, est une reconstitution à la fois des éléments qui se passent à Ithaque, où son fils Télémaque et sa femme Pénélope essayent de contenir la question politique, donc le côté très terre-à-terre, et d'un autre côté, Ulysse, lui, essaye de reconstituer ses souvenirs parce qu'il a un PTSD, un post-traumatic syndrome disorder. Il est traumatisé par sa guerre et par ses conséquences, parce qu'il a fait une énorme faute qui est soulignée par l'élément qui est, selon moi, le plus intéressant du film, à savoir la présence de Zendaya en tant qu'Athéna. Athéna, ouais. Elle est à la fois Athéna, mais aussi un autre personnage, à savoir une prêtresse, peut-être Briséis, une prêtresse de Troie qui a été tuée pendant le pillage. Donc ça, tu vois ça, je te coupe, pardon. Du coup, ça, j'avais eu du mal à le comprendre. Que du coup, je l'ai compris après en naviguant le film dans ma tête après la séance. Mais j'avais pas tout de suite compris le délire de. J'ai compris que c'était Athéna. Et quand tu la vois à la fin, effectivement, se faire couper la tête. En plus, la métaphore avec la statue aussi. J'avais pas compris qu'en fait, c'était pas vraiment la Athéna qu'on voyait quand il était en train de penser ou imaginer des choses autour de lui, quoi. Enfin, parce que c'est précisé que c'est Athéna, il le dit verbalement. Je crois que. Oui. Mais quand c'est Athéna, oui, mais je veux dire quand c'est la jeune fille qui se fait décapiter en fait à 3, quoi. J'ai dit attends, mais je comprends pas, est-ce qu'Athéna elle n'est pas censée être là ou représenter ce personnage-là? J'ai du mal à comprendre le lien. Ben, en fait, le lien entre les deux éléments, on va dire nolaniens, à savoir une adoration pour tout expliquer. C'est ce qu'on reproche à Interstellar, c'est justement de faire des cours de physique, d'astrophysique, tout, alors que ce sont des gens qui normalement devraient maîtriser cette science-là, qui se discutent entre eux de ça. Et en même temps, c'est aussi très nolanien, le fait que tous les films qu'il a fait sont en fait des projections de l'intériorité de son personnage principal. Ça vient aussi avec le fait que Nolan, on lui a reproché de ne pas avoir une bonne place pour les personnages féminins. Pour moi, alors là, c'est la psychologie de comptoir, hein, mais pour moi, c'est parce que Nolan s'est marié assez tôt à sa femme, et ils sont toujours ensemble. Productrice surtout sur ses films, hein, depuis un bout de temps maintenant. Pardon ? Productrice sur tous ses films, hein, depuis un bout de temps, ouais. C'est ça. Et en fait, je pense que ce que nous dit Nolan là-dessus, dans tous ses films, c'est qu'il essaye de comprendre, et pour ça, il se base uniquement sur sa propre vie, son propre vécu, son propre ressenti, et qu'il n'arrive pas à vraiment comprendre les autres, y compris sa femme, et que donc, justement, c'est d'un point de vue de son personnage, de son avatar, qui est donc le protagoniste dans Tenet, qui est le Batman dans la trilogie Batman, le policier joué par Al Pacino dans Insomnia, etc., ou plus encore le personnage principal de Memento. Il essaye d'essayer de comprendre les autres. C'est pour ça que, justement, la dimension politique est si importante. C'est parce que là, on explicite ce qui devrait être implicité. Et ce qui est implicité, c'est... alors ça, c'est un style très américain, c'est ils mettent un élément qui est central et qui est exotique, entre guillemets, pour des Américains,
mais qui serait simplement une question de bon sens, c'est la loi de Zeus, à savoir donc, le fait que l'étranger, c'est quelqu'un qui devient sacré quand il entre sous ton toit, quand tu l'accueilles, et c'est aussi la raison de son traumatisme à Ulysse, c'est que justement, à Troie, ils ont fait un cadeau, donc ils ont brisé la loi de Zeus, parce que ce cadeau était empoisonné, donc ils ont brisé la confiance. Et que, de ce fait-là, justement, tout l'ordre classique de la société a été brisé par, justement, la ruse d'Ulysse. Alors, il faut savoir que, justement, Ulysse, en tant que héros grec, en tant que héros, n'est pas vu comme étant un bon héros. C'est Achille qui est le bon héros parce que justement, il a un dédain de sa vie pour la gloire et aussi parce que justement, il est prêt à mourir pour tout ce qui est important à ses yeux. Parce que Ulysse, justement, comme il est rusé, il privilégie sa survie aux conséquences de ses actes. Et c'est ça ce qu'il a, à mon avis, ce qui l'a fasciné dans ce personnage-là, et pourquoi il a fait l'Odyssée et pas l'Iliade. L'Iliade étant la partie justement de la guerre de Troie jusqu'à la prise des murs, mais surtout la colère d'Achille, le fait que justement on lui refusait sa confrontation avec Agamemnon, qui est bien montré comme étant le roi dirigeant. Il était considéré, Agamemnon, comme étant l'équivalent de Zeus pour les Grecs lors de la guerre de Troie. C'est-à-dire, Zeus est le roi des dieux, Agamemnon est le roi des Grecs. C'est ça dans le texte de base. Et justement, Agamemnon, en ayant pris cette hubris, cet orgueil qui est surhumain, et pour lui qui est immortel, il en paye aussi le prix avec son retour, qui là, c'est l'histoire d'Iphigénie, d'Oreste, de Clytemnestre, avec justement le meurtre d'Agamemnon. Donc, tout un ensemble de tragédies qui sont très nombreuses dans la culture grecque, qui découlent justement de toutes les conneries qu'ils ont fait à cause de la guerre de Troie. C'est très riche à ce niveau-là. Et, encore une fois, il y a plein d'éléments qui sont distillés un peu partout. Donc, pour résumer, pour vous laisser la parole aussi, messieurs, cette partie-là, c'est vraiment la réinterprétation par Nolan de ce mythe grec. Le mythe, en tant que tel, doit être universel, y compris les mythes chinois, les mythes indiens, les mythes africains. On peut toujours s'y retrouver. Et il y a beaucoup de récits mythologiques qui souvent sont réadaptés. Là, Nolan a fait un très bon travail d'écriture, je trouve, parce que justement, il s'est mis lui-même en scène à travers Ulysse, mais en même temps, il a respecté le matériau de base, et il y a mis donc ses obsessions, tout en essayant de changer son propre cinéma. Donc, vraiment, là-dessus, c'est très bien. Ensuite, il y a encore des maladresses parce que je trouve qu'il est encore trop sur lui-même, sur ce qu'il veut avoir, plutôt que ce qu'il peut donner au spectateur. Ah, donc tu penses qu'il fait les films plus pour lui que pour les spectateurs? Alors, Non, trop pour lui, mais simplement qu'il est encore bloqué. C'est pour ça qu'il expérimente souvent. Et à mon avis, c'est les critiques qu'il a eues sur Tenet, puisque Tenet, moi je pensais que c'était, je ressens que c'est plutôt une sorte quasiment de caricature du style de Nolan, donc la narration non linéaire, le truc de base, enfin l'idée centrale du film qui drive tout, qui est hyper compliqué, pas forcément pour de bonnes raisons, et qui est surexplicité. Et bien entendu, un seul personnage qui sert en fait de porte d'entrée pour le spectateur, parce que c'est le réalisateur qui veut donner quelque chose au spectateur. Oui. Mais il ne veut pas donner quelque chose pour le spectateur, il veut donner quelque chose de lui-même au spectateur. Je pense qu'il a encore cette faiblesse-là, qui, quand il n'a pas justement un personnage, on va dire, très déterminé, comme dans Batman ou comme dans Le Prestige, par exemple, ou comme dans Interstellar, ça peut le bloquer. Et je pense qu'il a encore ce blocage-là. Mais ça n'empêche pas que ça reste un bon film.
Ok, non, bah, en Est-ce tout que cas, c'est pas trop, l'analyse l'analyse que tu en as fait sur l'histoire, en tout cas sur le mythe et tout, et c'est vrai qu'en fait, même ayant vu déjà des choses avant et entendu effectivement des récits, je trouve qu'il arrive bien à mélanger, enfin, il arrive à te perdre en fait dans ce que tu sens pas ce qu'il a rajouté ou ce qu'il a modifié, c'est qu'il arrive, tout l'ensemble se mélange vachement bien, et du coup, tu te dis, alors attends, est-ce que c'est Nolan qui l'a rajouté ça ou c'est dans la vraie histoire? Et je trouve que avec du recul, bah, en fait, tout se mélange très très bien et que du coup, c'est pas trop visible ce qu'il a modifié, ou en tout cas, c'est Ah, mais amené d'une façon totalement intéressante, quoi. il est bien tout repris. Il a bien tout repris là-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé notamment, c'est comment il amène et comment il représente l'esprit des dieux, et en tout cas les dieux possibles. En fait, il aurait pu effectivement mettre un visage à Poséidon, mettre un visage à Zeus ou à d'autres. Et justement, je trouve que le fait de rester toujours terre à terre, et effectivement à la hauteur des personnages, à la hauteur d'Ulysse dans ce qui se passe, et de la façon de leurs croyances, des dires, des histoires qui se racontent, toute la temporalité, je trouve qu'elle est bien mélangée. J'avais peur au début du film quand il commençait à dire, attends, on commence avec la fin de la guerre de Troie, après on revient à ce qui s'est passé, finalement on est dans son voyage, on est au 7e, 8e année avant qu'il arrive et tout. J'avais peur d'être perdu, de me dire, oh attends, on va encore se perdre dans les temporalités, on ne saura plus où est-ce qu'on en est. Et je trouve que même s'il nous perd en termes comme Ulysse se perd, je trouve que vraiment, franchement, pour moi, c'est un de ses meilleurs films en termes d'écriture. Vraiment, en termes d'écriture, je le trouve vraiment hyper passionnant, et j'aurais du mal à voir comment il aurait pu changer des choses, quoi. Un dernier petit élément, justement, parce que tu parlais aussi de la question de la représentation divine. Ça me rappelle une anecdote. C'était donc Timothée Fontaine Durandal qui avait raconté ça. Je crois que c'était sur l'Odyssée de Pi. Il avait raconté que un jour, dans le métro à Paris, il avait aidé quelqu'un qui avait un souci, et le monsieur l'a remercié en lui disant, en fait, c'est Dieu qui vous a mis sur mon chemin. Mmh. Et là, c'est un petit peu ce même principe. C'est le divin existe dans le côté mythologique, mais il est discret, et surtout, les humains n'arrivent pas à le voir, alors qu'ils devraient s'en soucier. À mon avis, c'est aussi un des éléments qui font que ce film-là a un côté fluide et pas pompeux, parce que justement, tu pourrais mettre la surenchère, faire des dieux dans les nuages, ce genre de choses. Là, c'est plutôt, on interprète ce que l'on voit et qui peut être divin, et seul Ulysse, en fait, voit le divin, mais c'est pas justement des effets pyrotechniques, c'est très subtil, parce que justement, on n'a pas besoin de magie quand justement on doit s'améliorer. Et là-dessus, l'Odyssée, de toute façon, c'est le récit initiatique par excellence de la culture Et ils en font collective. pas non plus une caricature du personnage qui pourrait être Ulysse, l'élu, en fait, l'élu qui entend, qui comprend, qui machin. Je trouve que vraiment ça, c'est vraiment bien. Et pareil, quand il croise effectivement le Cyclope, ou qu'il croise Circé, ou qu'il croise d'autres bêtes, ou les hommes, les géants, comme tout à l'heure Damien le parlait. Je trouve que on n'est pas dans le genre, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il voit, un géant, mais j'en ai jamais vu ça de notre vie. En fait, il y a un côté genre, c'est normal que ce genre d'espèce ou ce genre de monstre existe autour d'eux. La surprise, elle est plus dans ce fait de se faire attaquer, ou de comment ils vont essayer de s'en sortir. Donc je trouve que vraiment la séquence du Cyclope, moi je la trouve brillamment interprétée, brillamment réécrite, parce que normalement il y a une histoire où, si je me trompe pas, il y avait une histoire où Ulysse normalement parlait avec le Cyclope pour lui faire boire du vin, pour l'alcooliser, je crois de mémoire. J'avais ça en tête. C'est un peu dommage. Effectivement, il ne lui dit pas « je m'appelle personne ». Oui, parce que c'est ça manque un petit peu, mais ouais, il a gardé une monstre, quoi, avec une tête de Picasso, enfin, on va dire un tableau de Picasso ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, on a beaucoup parlé, on va laisser la parole à Damien, qui, je pense, a aussi beaucoup de choses à dire, notamment que Argos est le meilleur chien ever, ça, je suis d'accord aussi. Petite larme à la fin. Bah ouais. Damien, toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais approfondir en particulier? Moi, le truc, c'est que je vois plus le film comme un récit sur la culpabilité, la remise en question, et de la, pas de la rédemption, mais genre comment tu sais que inconsciemment, tu sais que t'as fait de la merde, et plus ça va, plus tu t'en rends compte et t'essaies de corriger, parce que tu vois qu'il y a des conséquences à ce que t'as fait. Justement, tu parlais, Mathieu, de la manifestation des dieux, mais en fait, t'as l'impression que les dieux dans l'univers grec, ils se manifestent que quand il faut punir, en fait. C'est eux, ils voient l'intervention divine que quand c'est du châtiment.
la mer est agitée, Poséidon est en colère, il n'y a pas de vent, où il y a de la foudre, c'est Zeus qui veut nous démonter. J'ai plus l'impression que c'est vu comme ça. Après... Juste pour te dire ça, il y a un proverbe grec qui existe toujours, qui dit « Ceux qu'il veut perdre, Zeus les rend fous ». Après, par contre, alors je sais pas si c'est que moi, du coup Damien, j'ai l'impression que tu dis le contraire par rapport à ça. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que Ulysse s'en voulait, en tout cas, de ce qu'il a fait à Troie. Je trouve que, je sais pas si c'est la façon dont c'est raconté ou c'est moi qui, entre guillemets, voulu comprendre qu'à la fin, mais je trouve que justement, ce qui m'a touché et ce qui m'a du coup me dire ah ouais, parce qu'il a vécu, c'était pas juste un retour qui était compliqué parce que c'était loin, etc. C'est toute cette remise en question et sur ce deuil qu'il n'arrivera jamais à faire, sur cette erreur qu'il a fait à Troie par rapport à la loi j'ai perdu quoi de Zeus, merci. Toi, Damien, tu l'as compris, t'as compris. À quel moment dans le film tu t'es dit effectivement il regrette ce qu'il a fait? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il regrettait ce qu'il avait fait en fait au final. À 3, hein, je parle vraiment un de des 3. points chiants que je trouvais pendant la séance, c'est qu'on revenait beaucoup trop à 3. Ah ouais. Et en fait, à la fin, quand tu comprends que, en fait, la vision d'Athéna qu'il a lui, c'est la servante d'Athéna qu'ils ont fait tuer à truc. Là, du coup, j'ai compris en fait que mine de rien, tu avais toujours ce truc-là qui lui restait en tête. Il le montre pas beaucoup, mais après, quand tu vois là que ces hommes, ils commencent à se méfier de lui, t'as plein de trucs. Oui. Et moi, c'est un peu ça aussi qui m'a fait penser à ça. Mais ouais, c'est le côté, le côté rédemption et c'est que lui, en fait, il est sûr de plus ou moins sûr de ce qu'il doit faire, mais par contre, il prend en compte le fait que ces hommes se méfient de lui. Puis à un moment donné, il y a un moment de rupture où le passage où ils vont, il leur dit quand ils vont dans les champs d'Apollon. Oui, d'Apollon. Il leur dit, par contre, voilà, je vous le dis, vous voulez savoir, je vous le dis, si vous tuez n'importe quelle vache, c'est fini. Ah ouais. Vous crevez tous. Vous vous démerdez avec l'info, et à un moment donné, il craque, et j'aime bien cette phrase où il dit, vous pensiez vraiment que en allant vous cacher, ça allait passer? Oui, non mais en fait, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, c'est une grosse introspection sur l'humain aussi, où tu pourras toujours essayer de sauver les gens, mais tu n'arriveras jamais à les sauver d'eux-mêmes en fait. Tu vas beau les mettre en garde à un moment donné, c'est eux qui feront la connerie d'eux-mêmes et ça, c'est montré tout le long du film en fait, c'est qu'à chaque fois il y a toujours un humain qui va faire un pas de côté jusqu'au mec qui va finalement, il sait que les sirènes vont l'ensorceler, il y va quand même quoi. Sauf qu'au début, ça vient d'Ulysse aussi. Oui, bien sûr. Déjà, sur l'île du Cyclope, t'as tout le monde qui lui dit mais pourquoi t'as été cruel en fait? Il n'y avait pas besoin. Oui. Pourquoi tu l'as reprovoqué derrière? C'est même pas. Il part de chef adulé à 3. Même dans le début du film, avant qu'on voit Ulysse pour la première fois, c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on sait d'Ulysse, c'est ce que les gens pensent d'Ulysse en fait. C'est le mec qui a fait gagner la guerre à Troie, c'est un héros. Même quand il était à Ithaque, il était vénéré, pour sa ruse, etc. Et en fait, on te déconstruit ça tout le long du film, en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai un peu de mal avec le Agamemnon Vador, quand même. Je comprends le truc, mais la scène où je me dis non, quand même, t'as pas fait ça, c'est t'as l'impression qu'il est sur un skateboard quand il est dans le royaume des morts, quand même. Quand il repart là après. Ouais, mais en fait, moi ça me dérange pas parce que beaucoup de gens ont critiqué effectivement la relecture du costume, du casque, des choses qui sont pas forcément effectivement crédibles historiquement. Mais moi ça me dérange pas parce que ça représente une image de l'homme tout puissant qui est effectivement le dictateur du groupe, le roi des Grecs quoi. C'est pas le côté non historique, c'est le côté décalage graphique avec les autres en fait qui me gêne un peu. Mais je pense que c'était voulu. Moi je pense que son costume est vraiment c'est le fait pour iconiser le personnage et je comprends tout à fait qu'il y ait besoin de le faire. Mais quand tu as tout ce truc justement de côté un peu réalité un peu normale dans les films de Nolan où c'est du crédible en fait à chaque fois,
Je trouve que ça dénote un peu. D'accord. Mais par contre, justement, quand ils vont voir les morts, ça, j'ai adoré cette scène, le comment c'est amené, les décors et tout. Même justement, dans le côté un peu horrifique, je trouve que il y a une ambiance un peu horrifique à ce moment-là aussi. Bah oui, elle connaît côté. Oui, il y a 3 séquences vraiment, je trouve horrifiques. Il y a celle-ci, il y a forcément le Cyclope au début, mais la séquence avec Cersei, moi, elle m'a mis. Ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas mis froid, ça m'avait pas mis froid dans Et le il y a dos. aussi Carrie Ouais. Scylla. C'était. Ouais, Pardon, Mathieu Scylla, moi, par contre, j'ai eu mal. Oui, Scylla, c'est là que je vois que le là truc où, est fait. C'est là où j'ai le montage l'effet était pas image de synthèse, en fait. Les tentacules Ouais, de c'est Scylla, je surtout les trouve oui, moches. c'est le moins Ouais, c'est le moins travaillé, je trouve, en termes de monstres. Mais après, j'avais plus trop de souvenirs à quoi il ressemble, enfin, comment il avait été représenté dans d'autres adaptations. Mais et même, je pensais qu'il avait, par exemple, passé aussi plus de temps. Et je pense que ça a été coupé la séquence avec le, même s'ils disent que le siphon, ils l'ont passé, enfin le typhon, pardon, ils l'ont passé rapidement. Moi, je m'attendais à une grosse scène épique par rapport à ça, et je me dis en fait non, c'est pas nécessaire. Bah non, C'est parce en- que c'est quand même enfin, c'est un bateau avec des rames, tu peux pas faire plus. Oui, je sais, mais l'appréhension d'arriver près du truc et tout, finalement, bah, ils en font ça assez rapidement. Mais je trouve que vraiment tous les choix, même si c'est raccourci cette séquence, on prend le temps avec le Cyclope, on prend beaucoup de temps avec la Cersei, qui justement, en plus, c'est Ouais. différent. Si je me trompe pas, elle drague un peu en Ulysse à la base, elle veut le garder avec lui. Et finalement, là, c'est juste qu'elle veut montrer moi, aux hommes leur miroir, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est ce que, par exemple, les sirènes, j'avais peur que ce soit trop long. Et très bien. Et même qu'il les montre presque pas, je trouvais ça trop Ouais, bien en fait. Regarder c'est juste des ça. petites silhouettes, on voit même pas une queue de poisson, quoi. Mais tu les imagines, quoi. Tu les sens là, quoi. C'est contrairement à Pirates des Caraïbes. C'était quel, le 4? Je sais plus. Je sais plus. Mais oui, non, ça ouais, c'est. même ce qui se passe avec Télémac, c'est bien parce que tu as de la frustration aussi. Tu as envie qu'il se passe quelque chose, mais il peut pas. Il est obligé de faire des trucs. Même quand il va voir Ménélas, j'ai trouvé ça super bien que Télémac, il a cette vision de son père racontée par les chants et racontée par les mecs qui ont vécu le truc. Genre quand on te dit, ouais, on est resté 6 jours dans le truc, on a failli se noyer, on était dans notre merde et notre pisse. Ça, j'aime le fait que ce soit dit explicitement et que ce soit pas romancé en fait. Ouais. Et ça, c'est pareil. Ça salisse un peu les héros en fait. Ils se sentent salis, mais tout le long ils gardent quand même leur en tête de faire ça, quoi. C'est ouf. Ouais, et même le fait que ce soit remis dans son contexte aussi. Le truc, on te dit, ouais, la ruse d'Ulysse a permis de faire tomber Troie. Ouais, mais par contre, la ruse d'Ulysse, elle est allée à l'encontre de vos croyances, en fait. Il s'est servi d'un cadeau offert aux dieux pour... Et il a dû mentir à Sinon, à d'autres comparses à lui, pour arriver à ses fins. Tu vois, il y a ça aussi qui est... Et je trouve justement, tu disais quand on revenait 3 à 3, je peux comprendre aussi ce que tu dis, mais je trouve qu'à chaque fois, on arrive d'un point de vue différent. Et c'est ça qui fait que la construction ce qu'on a fait à 3, c'était pas ce qu'on aurait dû faire, ou en tout cas, on a fait vraiment le mal, quoi. C'est plus les scènes de massacre dans 3, je les trouvais trop longues. D'accord. Parce qu'on sait quand on voit vraiment la vraie guerre, quoi. Quand on voit vraiment... Ouais, mais ça appuie le fait qu'Ulysse, c'est pas, au bout d'un moment, il se sent dépassé, il sent qu'il a fait de la merde, qu'il s'assoit, cette séquence où il s'assoit sur les marches, qu'il regarde quelque chose, mais on sait pas ce qu'il regarde en feu, et on comprend qu'à la fin, que c'est la statuette, je pense, qui décapite. Mais non, je trouve que tout ce qui est lourd, en termes de longueur, d'ambiance, de caméra, enfin, le côté IMAX lourd, on le sent dans le film, et je trouve que vraiment, je trouve que ça rajoute un truc, quoi, au film. C'est vraiment... Tu vois, on va pas encore parler des heures et des heures parce qu'en fait, ça fait déjà presque 1 heure qu'on enregistre. On n'a pas abordé une seule fois le casting qui est grandiose. Les acteurs, franchement, sont tous très très bien. Mais je vais juste dire un truc. Ce qui est rare, je trouve, c'est que on en a eu des films, des grands films où il y a eu 10 grands noms à l'affiche. Mais le film est tellement plus grand que tout le casting. Que je trouve qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'aborder le casting. Ouais, sauf que moi j'ai un bémol sur... c'est pas sur le fait de comment il joue, c'est le fait que par exemple dans 2 semaines t'as Spider-Man et t'as déjà 3 acteurs qui sont dedans et ça me fait chier. Et oui. Après, Tom Holland, John Bernthal et Zendaya. Oui. Après, et je commence à avoir une saturation un peu de Zendaya dans le sens où quand je suis allé au ciné, pub Rolex, enchaîné avec trailer de Dune, enchaîné avec ça, et Spider-Man bientôt, tu fais ah ouais. C'est la déesse de la guerre et de la pub. Et le truc, c'est qu'en fait, maintenant j'en ai tellement marre de me faire spoiler les films avec les trailers que c'est des. Et du coup, j'ai vu que le trailer qui annonçait le film. Et le truc, c'est que j'avais oublié tous les acteurs qu'il y avait dedans, à part Matt Damon et Tom Holland, à la limite.
Et du coup, quand tu... Ah putain, il est dans ce film-là, lui. Ah putain, Mais ça il y a aussi. que Ah, des mais gros dans castings. 200. Est-ce que Et- t'as vu, ou est-ce que vous avez vu qui c'est qui joue du coup Agamemnon? Parce que j'ai quand même Euh, regardé, moi. Moi, C'est un des- j'ai regardé aussi et je sais pas qui Ma- c'est. Mathieu, c'est un des frères Safdie. Ah oui. Oui, tu m'as entendu? Ah, ça y est. Je disais, c'est un des frères Safdie qui joue Agamemnon. Ah, Je trouvais d'accord. ça assez original. C'est un Ah, moi, c'est un réalisateur. acteur Oui, pas bien, très ça connu, me mais dit, je suis ouais. content de l'avoir vu. Ça, C'est c'est pas Ryan son Hurst idée. en Mentor. Ouais, c'est pas bien. Mais tu vois, John Bertal, tu disais que tu en as marre de le voir. Moi, je trouve qu'à part dans la série, ça faisait longtemps qu'on le voyait plus Ah bah, au cinéma. Au cinéma, ça faisait oui. un bout de temps qu'on le voyait pas. Tu vois, on voit aussi le frère Patel. Là, mais non, voilà, je trouve que le casting est là. Je trouve franchement, tout le monde est à sa place. Matt Damon, voilà, il est encore grandiose dans la proposition d'Ulysse. Mais vraiment, le film est tellement plus grand que le casting que pour moi, c'est pas genre. Ça fait... Des fois, quand tu as trop de casting, ça tue un film. Là, je trouve au Oui. contraire, non, ça tue pas le film. Mais parce que, en fait, le truc, c'est que les gros noms, en fait, ils ont pas beaucoup de temps ensemble à l'écran. Tu vois, le Aussi. fait que Matt Damon, il n'y a pas de grosse costard avec lui avant qu'il soit avec Tom Holland à la fin. Oui, même avec Les sa femme scènes Pénélope, ils scènes n'ont pas avec fait sa beaucoup de femme sont séquences pas en fait. très Ouais. longues, à part la scène de fin où il raconte un peu ce qui s'est passé. Bah, ils sont tous un peu en solo à chaque fois dans leur c'est leur ça. histoire, quoi. Ouais. Pareil, tu vois, John Bernthal avec Matt Damon, au final, il n'y a pas beaucoup de scènes parlées, voire presque aucune en fait. Ils sont ensemble dans le truc, mais ils se parlent quasiment pas. Elliot Page, il n'y en a pas beaucoup non plus. Robert Pattinson, il joue bien les personnages de connard. Franchement, là, mais t'as envie c'est une tête à claque dans ce film, mais d'un niveau, Ouais. genre, il est très très fort, très très fort. Ouais, mais il a sa moue de, de Bruce Wayne dans The Batman. Non, je trouve pas. Ah si. Au contraire, moi, il a tellement à si. des années-lumière de ce qu'il fait dans Batman, dans The Batman. Alors, moi, ce qui me fait dire ça, c'est un moment, tu le vois, il est filmé en travelling, en recul, avec son espèce de 3/4 comme ça, où il est comme ça. Oui. Et t'as exactement la même scène dans The Batman quand il est torse-poil dans le... Ah, je me rappelle plus. Et en fait, ça, c'est la Pattinson face. En fait. Bah, au-delà de ça, je trouve qu'il est incroyable. Parce qu'en plus, c'est un lâche, il a un niveau. Jusqu'à la fin où, en fait, il combat même pas. Tu te dis, mais c'est quoi ce mec quoi. C'est vraiment. Bon, on va essayer de clôturer, de faire une petite heure de. Ouais, Ryan Hurst en Mentor, j'aurais voulu que plus. Surtout que il devait faire Kratos dans la série God of War et il vient de se faire remplacer parce qu'il s'est ruiné un biceps sur le tournage, et vu que c'est plus ou moins un an pour se remettre du truc, ils l'ont sorti du casting et du coup il jouera pas Kratos. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, je vais te laisser la parole, Mathieu. Le casting est incroyable, forcément, ça joue aussi au film, mais vraiment. Quand le film est plus grand que le casting, pour moi, c'est que vraiment ça veut tout dire. Toi, Mathieu, tu veux rajouter quoi, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le film, mais ouais. Parce que tu l'as un petit peu dit au début, il y a les polémiques un petit peu à la con sur les choix de casting. Lupita Nyong'o, effectivement, en Hélène de Troie. Hélène de Troie est nommée par Homer comme Hélène au bras blanc, avec la teinte éclatante, puisque les Grecs, eux, classaient les couleurs, les couleurs de peau du sombre au clair, plutôt que sur la chrominance. Mais là, ça m'a fait en fait le même effet que pour Macbeth avec Denzel Washington. C'est un côté assez théâtral qui fait que justement, on s'en fout là de la couleur de peau, et surtout, on a accusé ce film d'avoir un casting woke. Vu l'utilisation qui sont faits justement des personnages, non, c'est pas woke. Tu as un des personnages détestables parmi les prétendants qui est noir, et il est bien montré comme détestable. Donc non, c'est pas pour montrer les noirs sont gentils, les blancs sont méchants. Non, mais de toute façon, ça c'est un non-discours à chaque fois pour moi, surtout sur ce type d'adaptation. Surtout depuis quand les Grecs sont caucasiens aussi blancs. Matt Damon, il a pas très des traits grecs non plus. Non, c'est sûr. Non, mais bon, c'est bien que tu le rappelles, Mathieu, mais moi j'en trouve même pas l'important de l'aborder effectivement ce genre de polémique toute nulle qui pensait notamment que Elliot Page, tout le monde le disait, ouais, il va jouer Achille Talon, c'est n'importe quoi. Enfin, Achille, pardon. Achille Talon, n'importe quoi. Il va jouer Achille. Ça, j'aurais trouvé ça n'importe quoi qu'il y ait Achille Talon dans le film. Pardon. Il va jouer Achille et pareil, bon, il joue pas du coup, il joue même pas. Et donc, pour dire, cette polémique est nulle et non avenue. Allez profiter du film. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Est bon et mérite d'être vu. Point barre.
Voilà, donc allez voir ça en salle, ça va rester, je pense, un bon bout de temps pendant l'été. Ça reste un des grands films de l'été. Et pour moi, il sera dans le top 10 de l'année. Ça, il n'y a pas de raison à faire. Et je suis très content de mettre enfin Nolan dans mon top 10. Donc voilà. Donc allez, armez-vous comme moi. Mettez votre meilleur casque, votre meilleure épée. Et allez voir en salle, du coup, l'Odyssée, puisqu'on vous en a fait une belle promo. C'est que ça mérite le coup d'œil. Et voilà. Donc on se retrouvera, du coup, dans d'autres vidéos, comme à chaque fois. Merci, messieurs, d'avoir pris le temps d'aller voir le film et d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. Et on vous souhaite aussi un bel été. Tous ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne, je vous souhaite un bel été. Ça avance pas mal. Et on se retrouvera, je pense. Oui, j'espère un peu moins chaud pour le mois d'août. On croise les doigts. Et on se retrouvera, je pense, pour une autre critique en août. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Il y a, les grosses sorties, c'est surtout juillet et août. On va voir s'il y a des choses à se mettre sous la dent qui peut être passionnant pour la chaîne. Voilà. Et je vous fais des gros bisous, messieurs. Je vous souhaite un bel été. Et surtout, comme Ulysse, allez dans les salles obscures pour prendre un peu de fraîcheur aussi. Parce que dans leur film, il fait quand même assez bon en général. Ouais. Il fait pas trop chaud. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. C'est ça. Allez, on va se dire à très bientôt. 3, 2, 1. Au revoir. Ciao.